Allez-y, Bernard. Bonsoir à tous. D'abord, prudence, mais je ne pense pas qu'un petit virus coquin tournicote et mute en costume breton pour s'appeler Variant Bigoudin. Aussi, ce soir, nous sommes heureux de vous présenter, comme chaque année, les nouvelles acquisitions. Et cette nouvelle démarche prend ce soir une dimension particulière, certes, mais cette innovation nous permet de vous présenter dans une mise en scène valorisante ces nouvelles acquisitions. Et je suis heureux de saluer tout ce travail réalisé au cours de l'année. Cette acquisition qui vont donc être relayées par ce nouveau média qui se met donc au service de la transmission de la connaissance de cette tradition du vêtement et de la vie bigoudaine au cours des 2 derniers siècles. Et je crois que je vais, sans plus attendre, passer la parole à Solène Bouennec parce que vous allez avoir d'excellents visuels et que ces commentaires sont toujours avisés. Aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Bien sûr, il y a la contrainte de ne pas se réunir et de ne pas avoir ce côté tactile que vous avez l'habitude d'avoir entre vous en échangeant devant ces merveilles qui sont l'acquisition de cette année. Mais je n'oublierai pas quand même, au nom de Monsieur le maire Stéphane Ledouaré, de la municipalité et aussi de tous les élus, eh bien, de remercier ces donateurs fidèles. Et j'aurai une pensée particulière envers les amis du musée Bigoudin qui s'investissent dans la durée, sous différentes formes. Et vous savez que nous apprécions beaucoup votre travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, mes pensées vont aussi vers ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est-à-dire l'équipe du musée, certes, mais aussi les techniciens qui, en symbiose, il y a une véritable cohésion sous la direction du chef de service qui nous permettent de faire vivre ce musée, de le faire progresser et de le faire reconnaître par nos visiteurs et bien au-delà des frontières de la Bretagne. Alors Solène, à vous le soin. Merci beaucoup Bernard. Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes tous bien au chaud, en sécurité chez vous. Ici, sur le plateau du Triskel, on n'a pas très chaud. Voilà. Est-ce que nous pourrons rentrer ce soir? On ne le sait pas. On a prévu notre petite provision. Tout va bien. On va passer une très bonne soirée ensemble. Ces présentations... Alors, cette soirée-là dédiée aux acquisitions, elle a évolué au cours du temps. Elle existe maintenant depuis quelques années. Elle a été lancée par notre association des amis. C'était une soirée dédiée aux amis et ça relayait les acquisitions faites par les amis au musée. Petit à petit, c'était un événement qui était très intéressant et donc qui s'est ouvert. Au fur et à mesure, on l'a ouvert au public. Au fur et à mesure, on a ouvert à l'ensemble des acquisitions. Donc voilà, je tenais à les remercier parce que c'est vraiment eux qui sont à l'initiative de cette belle soirée. Habituellement, lors de cette soirée qu'on fait toujours en présentiel, je traite de questions un peu méthodologiques sur l'entrée des collections dans un musée de France. On parle de conservation préventive, on parle d'inventaire, on parle de plein de choses. Ce soir, du coup, je vais me focaliser sur les acquisitions.
Ce sera une présentation qui ne sera pas exhaustive. Je ne vais pas parler d'absolument tout ce qui rentre cette année. C'est des choix. En même temps, on a eu beaucoup de choses qui sont rentrées. On a commencé assez petit en 2010-2011, les premières acquisitions. On est monté en puissance jusqu'en 2018 où on a fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions parce qu'au musée, on avait des pièces assez orphelines. Voilà, on ne savait pas d'où elles venaient, n'étaient pas documentées. Donc, il a fallu re-rentrer le même type de pièces, mais les documenter, savoir d'où elles venaient, par qui elles étaient portées. Et en même temps, vous savez qu'on a aussi beaucoup de collections du musée qui sont restées exposées depuis les années 50 jusqu'au gros chantier des collections en 2007. Donc ça, c'est des collections qui sont trop fragilisées pour pouvoir les exposer. Donc il a fallu aussi re-rentrer ce même type de pièces. Et enfin, parce qu'on a une politique assez volontariste sur la présentation des collections textiles, on fait une rotation annuelle de nos collections textiles au sein du musée, eh bien, il nous faut de la matière pour pouvoir effectivement changer tous les ans, même si évidemment, on a beaucoup de prêteurs. Je sais qu'il y en a parmi nous ce soir et je vous en remercie encore. Donc là, on n'a pas tout ce qui est rentré cette année, mais on a presque tout. Donc là, on commence à redescendre parce qu'il y a plein de choses qu'on a déjà au musée aujourd'hui et qui sont bien documentées. Donc l'idée, ce n'est pas d'accumuler des tonnes et des tonnes de vêtements. Vous verrez, on terminera par des beaux gilets jaunes brodés au fil de soie. Il y a 10 ans, 11 ans, eh ben, on n'en avait quasiment aucun. Et aujourd'hui, voilà, on commence à avoir un beau panorama et peut-être que bientôt, on va devoir les refuser, ces très beaux gilets de fil. Bon. Voilà un petit peu ce que je vais vous présenter. Ça reflète évidemment la politique d'acquisition du musée Bigoudin telle qu'elle est définie dans notre projet scientifique et culturel, évidemment. Vous savez que dans un musée de France comme le nôtre, on ne fait pas rentrer tout ce qu'on veut, comme on veut, évidemment. Alors, ce soir, on passe un petit bout de soirée ensemble. On peut se donner à peu près 1 heure et demie, mais voilà, on verra en fonction. J'aurais pu faire ça tranquillement devant mon ordinateur en vous présentant juste des photos des différentes pièces. Mais quand j'ai présenté ça à l'équipe, vous savez que le musée est intégré au service culturel de la ville de Pont-l'Abbé. Quand j'ai présenté cette idée à mes collègues, ils m'ont dit, mais attends, on peut peut-être aller beaucoup plus loin et peut-être que tu peux quand même faire ton déballage textile et puis on peut t'accompagner là-dessus, te soutenir. On peut mettre des caméras, on peut mettre de la lumière, voilà, on peut rendre ça vivant. Donc, ça nous permet à tous, à moi comme à mes collègues du Triskel, de développer nos compétences. Donc, on est voilà, absolument ravis d'essayer de vous proposer un format ce soir. Donc, on a Antoine à la régie, son, captation, caméra fixe. On a Uwe sur une deuxième caméra. On a Sacha à la lumière et à la caméra mobile. Vous le verrez, il m'accompagnera tout au long de la soirée sur scène. On a Chantal à la logistique et c'est aussi notre modérateur Zoom. Je voulais aussi remercier Mathieu qui a mis aussi ses compétences en outils de communication au service de cet événement. Vous êtes plusieurs à avoir reçu notre petite newsletter. C'est quelque chose qu'on va poursuivre du coup. Donc voilà, je voulais aussi également remercier Mathieu pour le temps qu'il a passé à ce petit projet. Un dernier point avant de se lancer dans la présentation, l'usage de Zoom. Alors, du fait qu'on ait plusieurs caméras, qu'il y ait du son, et on va avoir un petit décalage, parfois image-son. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous perturber dans la compréhension de ce que je vais pouvoir vous montrer. J'essaierai d'aller peut-être un peu doucement, mais en tout cas, c'est sûr que quand on va passer en zoom, il y aura un petit décalage image-son. Bon. Les micros sont coupés, vos caméras, vous pouvez aussi les couper ou les laisser comme vous voulez, peu importe. Pendant toute ma présentation, on vous laisse la possibilité, il y a un petit chat sur lequel vous pouvez parler. On vous a déjà salué quand vous êtes rentré. Vous pouvez poser des questions en cours de réunion. Je ferai des petits points d'étape et je demanderai à notre modérateur, Chantal, s'il y a des questions qui sont arrivées. C'est des petites questions au fil de l'eau si vous en avez. De toute façon, en fin de présentation, on reprend du temps ensemble pour échanger, pour débattre si vous en avez envie. Donc, soit vous les posez en les écrivant
tout au long de la réunion et Chantal me les transmettra, soit vous attendez la fin de la réunion, peut-être pour prendre directement la parole et poser vous-même vos questions. Dans ce cas, en fin de réunion, vous permettra d'ouvrir vos micros. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les ouvrir. Voilà, ça évite des petits bruits parasites. Voilà, et ben, je suis absolument donc ravie de passer cette soirée avec vous. J'ai vu qu'on avait un public habituel, des amis du musée, des bigoudins, des prêteurs, des donateurs qui sont là aussi parmi vous. Mais j'ai vu aussi qu'on a des gens qui viennent de beaucoup plus loin, du 22, du 35. Voilà, j'ai vu des gens d'un peu partout. Donc voilà, ravie que de cette contrainte, en fait, on arrive finalement à élargir le public. Il y a des problèmes de son? Alors, a priori, ça doit refonctionner correctement. Il n'y avait pas de son du tout? Alors, on vérifie juste la question du son. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été entendu depuis le début ou rien du tout? Certains ont entendu? D'accord. Alors du coup, chez vous, vous pouvez aussi couper vos caméras. Parfois, ça améliore en fait la transmission du son et de l'image. Donc, n'hésitez pas à couper vos caméras. Je poursuis. Nous allons plonger dans les acquisitions donc, de l'année 2020. Ce sont des acquisitions qu'on a présentées en commission régionale d'acquisition. Encore une fois, vous savez qu'il y a toute cette transmission-là. Le musée ne peut pas faire rentrer tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc là, tout ce que je vous présente, c'est des choses qui ont été validées par la dernière commission, la commission d'hiver. Alors, on va commencer par ce côté-ci. Ça, c'est les dernières recherches qui ont été menées par le musée, tout ce qui a trait au prêt-à-porter. Et il y a Sacha qui m'accompagne du coup sur scène. Alors, je vous propose de commencer. Alors, ce sont des pièces que vous avez peut-être vues déjà dans l'exposition. Les pièces, certaines pièces étaient exposées, le seront encore l'année prochaine, puisqu'on va prolonger l'exposition une deuxième année. Et je vous propose de démarrer avec ce petit ensemble boléro et bonnet. Alors là, c'est les prémices de ce qu'on va appeler ensuite le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un vêtement traditionnel, hein, on est sur un petit vêtement citadin, mais qui est rebrodé un peu d'inspiration bigoudaine. Je vous propose une petite photographie. Donc, c'est un petit garçon qui porte un petit vêtement de ce type-là. C'est d'ailleurs un de nos prêteurs. Je ne sais pas s'il est parmi nous ce soir. Donc, c'est quelque chose qui démarre tranquillement dans l'entre-deux-guerres, évidemment, qui va monter en puissance après la Seconde Guerre mondiale. Ici, un ensemble de 3 pièces. Donc, cette veste verte de femme, ce bonnet de mariage fait par la maison Le Mineur. Donc, il a encore sa petite étiquette. Et puis, ce petit cabis qui a aussi son étiquette Le Mineur, qui est une petite pièce qui a été offerte au musée par les amis du musée Bigoudin. Je reviens à ce bonnet qui est curieusement un bonnet de femme. En Pays Bigoudin, on avait des bonnets sous coiffe, mais on n'avait pas de bonnet comme ça complet. On va vous montrer une photographie qui est une des anciennes reines des brodeuses au début des années 50, qui porte des bonnets de ce type-là. Ils sont ornementés soit à la canty comme celui-ci ou à la perle. Enfin voilà, le Mineur avait développé toute une gamme de bonnets qui servaient pour les grandes occasions. Il y a des femmes qui se sont mariées avec ce genre de pièces. Voilà pour des pièces qui font suite à l'exposition en cours. Et je vous propose ensuite de regarder ces 2 petites broderies. Alors, elles sont petites, 2 petits napperons. Alors, je les fais rentrer dans les collections parce qu'il s'agit de pièces qui sont identifiées. Ce sont 2 petits napperons réalisés par la maison Lorda, Pont-l'Abbé, qui est une des grosses maisons productrices de prêt-à-porter brodé.
et avec un outil dont j'ignorais absolument tout, hein, ce petit objet en bois qui servait à bien ranger les broderies, à les mettre toutes bien propres, à faire des tas, des jolis tas. Donc ça convient. Là, la broderie est évidemment trop petite pour cet objet-là, mais voilà, ça leur servait dans la boutique à ranger proprement leurs petits tas de broderies. Donc ça sont des choses qui ont été développées aussi déjà à la fin des années 40, 50 et puis jusqu'aux années 60, 70 évidemment. Je termine cet ensemble avec ce petit tablier. On les connaît tous, ces petits tabliers-là. On sait qu'ils ont été vendus en pays bigoudin, mais évidemment, absolument partout, les bigoudaines ont rayonné, donc surtout toute la frange côtière, à côté de grandes cathédrales françaises. Alors celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Celui-là ne rentre pas dans les collections, mais je voulais néanmoins vous en parler parce qu'on a des collections un peu parallèles que sont les collections d'études. Ce sont des pièces auxquelles on attribue un numéro qu'on va ficher comme les autres. Elles sont pas, elles rentrent pas vraiment dans les collections pour l'instant. Et en fonction de la recherche, ce sont des pièces qu'on pourra faire rentrer vraiment dans les collections et qui seront protégées au titre de la loi sur les musées de France. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit tablier que je fais rentrer qu'en collection d'études et quand j'y verrai un peu plus clair, vraiment, souvent à la fin des expositions, comme on a encore beaucoup d'échanges avec les familles, on a encore beaucoup de prêts, voilà, on arrive à savoir qu'est-ce qui mérite vraiment de rentrer dans les collections et qu'est-ce qui est en collection d'études ou qui en sortira. Donc voilà, la seule exception qui confirme la règle. Je bascule, alors on est dans la même période avec cette assise brodée, même période, mais on plonge dans les arts décoratifs. L'exposition sur le prêt-à-porter était vraiment vestimentaire. Là, on est exactement dans la même période. On est sur une assise brodée chez la Maison Le Mineur en 1952 par probablement Lawick Gégou, qui est un des derniers grands brodeurs. Hein. C'est lui qui a brodé l'habit d'académicien de Charles Le Goffik notamment. Cette assise-là n'a jamais été montée, donc elle est en bel état. L'église des Carmes en possède plusieurs de ce type. Alors on voit que le brodeur il maîtrise son art. Hein. On a des motifs relativement anciens, c'est palmettes, mais même si le fil est épais, on a une maîtrise de la composition, des points, enfin. Voilà, et ces petits points-là élancés en soleil sont assez typiques du travail de Lawick Gégou. C'est dans le projet scientifique et culturel, dans la politique d'acquisition, ces arts décoratifs sont l'un des points importants en termes d'acquisition, de politique d'acquisition, mais on en a relativement peu. Donc voilà, là, c'est vraiment un des rares exemplaires qu'on pourrait avoir. Je vous propose de poursuivre ici pour terminer cette table-là avec des choses que vous connaissez plus hein, sur ce gilet masculin qui fait écho aux recherches qu'on a pu faire en 2012 et 2011 et 2012, 2013 sur Bigouden So Chic. Vous connaissez bien cette exposition si vous l'avez suivie. On avait fait paraître un catalogue. Un gilet relativement ancien, peut-être des années 1870-1880, avec une qualité de broderie qui est assez exceptionnelle. Donc, probablement brodé ici à Pont-l'Abbé par la maison Pichavant. On en a fait rentrer quelques-uns déjà ces dernières années. Enfin, voilà un bel exemplaire. De la maison Pichavant, on connaît moins le blanc. Et ça, je tenais à vous en parler ce soir parce que ce sont des recherches qu'on aimerait approfondir au musée et qui donneraient peut-être lieu à une exposition dans 2 ou 3 ans. Là, on est sur un bas de manchette citadin, rien à voir avec le vêtement traditionnel. Et ce qui pourrait être vraiment spécifique, la sorte de signature, ce serait cette fleur-là, qui serait une signature de la maison Pichavant. Alors pour ça, je vous propose de vous montrer quelques photographies. Alors, une coiffe, une parure de coiffe que je ne peux pas vous présenter ce soir,
mais vous la voyez en photo. Alors, vous remarquerez que le motif central de la coiffe et du dalet possède ce même type de fleurs. Donc là, on est, la photo que vous voyez à l'écran, on est sur du paysan, hein, du vêtement paysan. Et puis, donc vous avez vu avant la petite broderie citadine. Pour dire que cette fleur serait la signature des maisons Pichavant, je me réfère notamment à un document qu'on va voir à l'écran, qui est un article tardif, hein, de la première, enfin des années 20, et qui évoque la broderie de cette grande maison, hein, qui a commencé en 1867. Et il parle de cette broderie blanche. Et je vous ai mis en autre iconographie un détail du col. Et sur ce col-là, qui est bien attribué à la maison Pichavant, on revoit à 3 endroits différents ce petit motif, cette petite fleur. Donc vraiment une sorte de signature. On connaît d'autres pièces, on connaît des bavoirs, on connaît des pièces assez incroyables, des chemisiers. Et donc je vais lancer un appel à ce sujet, savoir si dans vos collections, généralement c'est sur tulle, voilà, vous n'arrivez pas à retrouver cette petite fleur-là. Autant le seau chic, la broderie de couleur, c'était facile. Les gens, ils nous disaient, on a de la broderie couleur, c'est Bigoudin, et ça revenait facilement vers nous. Autant le blanc est beaucoup moins identifiable et il va falloir regarder un peu plus longtemps nos pièces pour pouvoir identifier ça. Mais voilà, je le lance de manière à ce que lorsqu'on va rentrer dans un peu le vif du sujet dans 2 ou 3 ans, on est de la matière. Voilà, je termine cette table-là. On n'est pas dans la société traditionnelle, hein, soit chez les citadins, soit chez le prêt-à-porter. Et avant de rentrer vraiment dans le vestiaire traditionnel, je vais demander à Chantal s'il y a des petites questions, si tout va bien. Pas de questions et tout va bien. D'accord. OK, bon. Il y aura une captation qui sera diffusée. Ouais. Ouais. Donc tout va bien, on poursuit? Super. Alors on poursuit. Et on plonge dans les recherches menées autour de l'enfance et de la petite enfance. Ça, ce sont des recherches que nous avons menées notamment lors de l'exposition sur Édouard Doigneau. Enfin, c'est ce qui nous a emmené à faire cette exposition autour d'Édouard Doigneau pour pallier au manque de pièces issues du vestiaire enfantin. Alors, toutes les premières que je vais vous présenter, elles sont du XXe siècle. Donc ça, on sait qu'on en a. C'est quand on remonte un peu plus en arrière qu'elles manquent un petit peu. Ici, un bel ensemble cohérent avec la couverture de baptême, le fond bleu, le petit fond de robe et le bonnet. Alors, des choses qui ne sont pas hyper spécifiques, hein, la couverture et puis la petite robe, ce n'est pas spécifique au pays Bigoudin. Ce qui fait la spécificité, c'est évidemment ce petit bonnet perlé. On arrive à la fin des années 30, on sent que les perles commencent à perdre un petit peu en qualité, mais on a en tout cas un ensemble cohérent, même si on a une soie qui est très lacunaire ici sur l'arrière. Un deuxième ensemble qui fait un petit peu écho aux deux petits napperons que je vous ai montrés tout à l'heure. Il est intéressant puisqu'on a la parure de la petite robe brodée sur tulle et du petit col. Donc voilà, une belle parure. Au musée, on avait soit l'un, soit l'autre, mais on n'avait pas d'ensemble. Donc là, on a un bel ensemble cohérent, pareil, hein, des années 30, 40. On passe à ce très bel ensemble qui est proposé à plat. Ça, c'est un ensemble offert par les amis du musée Bigoudin. Alors, il est très, très, très fragilisé. Il craque absolument de partout. Mais il est complet, c'est-à-dire qu'on a le bonnet avec cette très belle cocarde, on a la robe, on a la sous-robe, on a la petite collerette. Il était présenté sous vitrine, donc il a été présenté à la lumière pendant des dizaines d'années, ce qui fait que la soie a était complètement fragilisée. Donc aujourd'hui, au moindre contact, on a la soie en fait qui disparaît. Donc
Le fait de l'avoir exposé pendant des années à la lumière l'a complètement fragilisé, mais le fait de l'avoir exposé a permis de conserver un bel ensemble. Donc voilà, on a très peu d'ensembles comme ça cohérents. Donc voilà, pesons le pour et le contre. Bon, en tout cas, c'est bien de pouvoir de toute façon avoir ce genre de pièces au musée, même si ce n'est absolument pas mannequinable. Ça permet d'avoir des ensembles cohérents. Donc un bel ensemble avec une ornementation vraiment relative à l'entre-deux-guerres, les années vraiment 1930, mais avec une petite curiosité au niveau du bonnet. Sacha, si tu veux bien faire un petit gros plan au niveau du bonnet. Alors pour les spécialistes, on remarquera une ornementation qui est plutôt glasique, hein, plutôt quimpéroise que bigoudaine. Ce qui nous fait penser à un vêtement du nord du territoire qui était beaucoup plus ouvert au mode quimpéroise. On sait qu'on a plein en fait d'incursions quimpéroises, notamment en ornementation dans le vestiaire bigoudin, mais que dans le nord du territoire. Dans le sud, on n'a pas du tout ça. Et je vous propose de vous montrer une photographie d'une petite enfant, d'une petite fillette. Je dis une petite fillette, mais en fait, non, je crois que j'en sais rien du tout. On la voit, elle a vraiment un vêtement bigoudin. C'est une photo qui est un peu antérieure, mais on voit bien qu'elle a un petit bonnet qui est absolument glasique. Voilà. Donc, on sait que ces modes-là, à cheval entre les deux territoires, évidemment, existent depuis longtemps. On poursuit, toujours dans la petite enfance, là, de la toute petite enfance, avec ce petit bonnet, on remonte dans le temps. On est sur un bonnet des années 1870-1880, 80 probablement. On est en train de travailler avec Anne-Marie Goualès, qui doit être parmi nous ce soir, justement, sur les bonnets des enfants en Cornouailles. C'est un sujet absolument passionnant. C'est un petit bonnet qui nous a été aussi offert par les amis du musée. On voit une soie lacunaire, mais déjà quand même des petits rubans qui sont toujours présents. Souvent, ils ont été coupés, découpés. Voilà, une très belle pièce. Pour terminer sur l'enfance, je vous propose ces deux bonnets-ci. On a commencé à rentrer ce type de bonnet il y a maintenant 3 ans, qui sont des bonnets spécifiques aux fillettes. Les fillettes peuvent porter aussi bien des bonnets plutôt adultes que des bonnets de fillettes, mais les mamans ne porteront jamais que des bonnets d'adultes. Donc voilà, là on a un bonnet avec une structure particulière parce qu'on va jamais avoir le travail en fleur de coin que vont avoir les adultes, qu'on verra tout à l'heure. Donc là on a vraiment quelque chose qui est réservé aux enfants. Donc là on est probablement vers 1900. Et puis celui du dessous avec une très belle rubannerie stéphanoise et puis lyonnaise. Alors, ce qui pourrait rester de petits rubans, toujours associés à l'ornementation. Donc, un très beau bonnet antérieur, probablement des années 1870 ou 80. Je vous propose aussi de vous montrer une petite photographie où on voit une fillette qui porte un bonnet sous coiffe. Elle doit être les pieds dans l'eau. Et on voit qu'elle est vraiment en habit quotidien, mais elle porte ce très beau bonnet. Donc on pourrait croire que ces bonnets sont plutôt réservés aux, au dimanche, mais en fait, non. Non, elle n'est pas du tout les pieds dans l'eau. Je vous en ai choisi une autre, mais c'est la bonne photographie. J'ai hésité entre deux photos. Donc voilà, une jeune fille qui est plutôt en habit quotidien, mais qui porte un joli bonnet. Voilà, donc on n'a pas besoin d'être endimanché pour porter ces très beaux bonnets en pays bigoudin. Voilà, j'hésitais avec une autre iconographie où on la voyait vraiment les pieds dans l'eau, en habit vraiment de tous les jours, et elle a porté ce très beau bonnet. Je clôt du coup la série relative à l'enfance et je vous propose d'attaquer plutôt dans ce qu'on va appeler la recherche permanente sur le vêtement féminin et notamment autour de ces bonnets sous coiffe. Hein, les bonnets sous coiffe, comment est-ce qu'on reconnaît un bonnet d'enfant d'un bonnet d'adulte? Les bonnets sous coiffe bigoudin, on a toujours un dessus et un arrière qui sont en petite cotonnade parce qu'ils ne seront pas vus,
À l'arrière, on aura les cheveux et dessus, on aura la coiffe. Donc, on n'a que de très beaux côtés, en fait, voilà, à chaque fois. Donc là, on sait qu'on est sur des bonnets sous coiffe. Un très bel ensemble aussi offert par les amis du musée Bigoudin. Ces bonnets sont toujours très intéressants parce que ils sont une sorte de condensé des savoir-faire Bigoudin, aussi bien en termes de broderie. Donc, on a une structure hyper définie, et pour autant, on va avoir une rubannerie. On a ces rubans en velours là ou en couleur qui sont vraiment ce qui se faisait dans la région de Saint-Étienne. Voilà, donc on est vraiment sur une participation au circuit européen sans souci, hein, avec cette rubannerie. Et puis, on a tout ce savoir-faire avec de la broderie qui est purement Bigoudin. Donc, on a quelque chose de très identitaire et pourtant qui est ornementé que d'éléments qui viennent d'ailleurs. Ces petites cotonnades, on n'en produit pas en Bretagne, hein, donc forcément, même ces petits cotons basiques, on se dit ça n'a rien d'intéressant. Et en fait, ça a tout d'intéressant parce que ça témoigne de cette participation au circuit français. Sur la table, un très beau bonnet avec ces rubans rouges en soie. Vous savez que les soies 19e sont très fragilisées. Donc, on a très peu de ces bonnets à ruban rouge, même si on les voit à la pelle et à la pelle chez les peintres. Quand ils ont peint des bigoudins à la fin du 19e, au début du 20e, on voit tout le temps ces rubans rouges. Finalement, dans les collections, on en a très peu parce que les soies sont trop lacunaires. Elles tombent en poussière et donc bien souvent ils ont été coupés. Donc ici on a un bonnet alors un peu fragilisé mais qui possède encore ces deux rubans de cocarde et ces deux rubans d'attache. On plonge, on remonte un petit peu dans des temps un peu plus contemporains avec un bonnet un petit peu étrange. Alors pour ceux qui connaissent bien le pays bigoudin, voilà, rien de particulier. Pour les autres, voilà, c'est peut-être un petit peu curieux. Donc là, on a les derniers bonnets bigoudins noirs. Et celui-ci a la particularité d'avoir des vrais cheveux cousus à l'intérieur. Alors, non pas que les bigoudens avaient des cheveux courts, pas du tout. Mais parfois, en fin de parcours, elles n'avaient plus assez de cheveux pour les remonter à l'arrière. Donc, elles remontaient la mèche, qu'elles lissaient et elles collaient leurs cheveux par-dessus de manière à avoir quand même de la matière. Donc voilà, ça c'est un beau témoignage. C'est vraiment des vrais cheveux, hein. C'est un beau témoignage des bonnets des dernières des bigoudaines voilà, qui ont porté la coiffe jusqu'à la fin. Et puis, on va terminer par ce tablier, si je ne m'abuse. Absolument. On termine avec ce très beau tablier noir, un beau damas aussi en soie, avec un motif assez peu courant, qu'on retrouve assez peu en pays bigoudin, qui fait penser plutôt à la fin de la période, peut-être aux années 1915-1920, avec cette particularité, toujours des tabliers bigoudins avec cette pointe ici, hein, une pointe qui qui se met en place au début à la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc ici, elle est déjà assez large, hein, on doit être dans les années 1915-1920. Voilà pour cette première série dédiée aux femmes. Chantal, est-ce que nous avons des petites questions? D'accord. Donc, on n'a pas de questions pour l'instant. Donc, je vous propose de poursuivre. Et on poursuit avec un don intéressant des descendants de la famille Enaf, qui a créé l'entreprise que vous connaissez. Il s'agit du don des enfants de René Enaf, et René Enaf qui était lui-même le petit-fils du fondateur Jean Enaf, de la société.
C'est un don qui est vraiment à la croisée entre les recherches que mène le musée Bigoudin, que ce soit sur les couples de sonneurs, les cercles celtiques, le vestiaire traditionnel, puisque ça va être un don assez important. Alors, qui était René Naff? René Naff, il est marié, enfin, sa mère, c'est Jeanne Le Minor, donc la famille Le Minor de Pont-l'Abbé. Et il sera le beau-frère de Loïs Ropars. Alors, Loïs Ropars, je ne sais pas si ça vous parle. Pour les amateurs de danse bretonne, évidemment que ça vous parle, puisque c'est notamment grâce à lui que le Fest-Noz va être réinventé et voilà, qu'on va remettre en route la danse au travers du Fest-Noz. Donc ça, on le doit à Loïs Ropars. Et c'est aussi un grand ami de Paulique Monjaret qui est le fondateur de ce qu'on appelait la BS, à Bodadec Arsonerion à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Sonerion simplement. Donc voilà, un musicien qui connaissait bien les acteurs, les grands acteurs culturels de son époque. La famille nous fait don de sa cornemuse et de sa bombarde. Alors, ce sont des instruments un peu particuliers, hein, parce qu'on est vraiment entre 1949 et 1950. Cornemuse et bombarde dorique le voyer, donc vraiment relatif à cette période. À remarquer la poche très joliment brodée, donc fort probablement, comme tout à l'heure, l'œuvre de Laowick Jégou, avec, c'est pas le même point, mais quand même quelque chose très en soleil, comme savait le faire Laowick Jégou. Je vous redis hein, que René Hénaf, c'est le neveu de Madame Le Minor. Donc évidemment qu'il a toutes ses entrées chez Le Minor. René Hénaf est aussi quelqu'un qui a beaucoup collecté. Alors, dans sa boîte à cornemuse, hein, donc c'est sa boîte, René Hénaf, Pouldreuzic, Finistère. Il faisait partie du cercle celtique de Pouldreuzic, un cercle très important dans les années 50 et qui a disparu au fil du temps. Donc là, on est en pleine période de ce cercle-là. Bon. Il collecte beaucoup. Je vous propose alors une première iconographie où on le voit sonner. Pardon, je ne vous l'ai pas montré, mais on voit René Hénaf avec sa cornemuse. Et on remarque bien la poche de cornemuse brodée. Voilà. Et mémoriser son vêtement, vous le verrez tout à l'heure sur mannequin. Je vous propose une deuxième photographie où on le voit, on le voit pas, on voit qu'il collecte en fait un homme. Et de ces collectes, en souvenir de ces collectes, la famille nous a offert 2 micros. Donc, on va pouvoir tout à l'heure zoomer un petit peu sur ces 2 objets. Donc voilà, ce sont un des micros qu'on apercevait tout à l'heure sur la photographie. Alors, il a énormément collecté, je vous disais, notamment dans le nord du pays bigoudin. Et à sa mort, l'ensemble des collectes, donc à sa mort en 2006, toutes ces collectes ont été léguées à Dastum. Donc aujourd'hui, c'est en ligne et vraiment, je vous invite à aller y faire un tour. Il y a vraiment de très, très belles choses. Ce dont je vous disais est complété par différentes choses. Je ne vous montre pas tout ce soir. Il y a notamment cette gourise. Alors, c'est ce ceinturon qui est daté de 1855, mais c'est le problème de ces dons-là. D'où vient-il? On n'en sait rien du tout. On connaît juste la date, hein, parce que vous savez que les dates apparaissent, sont gravées souvent à l'intérieur du cœur. Donc, là, on a une date. Mais est-il bigoudin? Est-il glasique? On n'en sait rien du tout. Hein. Voilà, c'est le problème de ce genre de pièces. On a aussi son costume de sonneur. Alors, un très beau gilet, mais qui a été largement rebrodé sur son deuxième côté, certainement par la maison Le Minor, puisqu'on est sur vraiment une broderie postérieure. Donc, un gilet plus ancien, des années 20 probablement, en
plastron principal et une broderie probablement œuvre de la maison Le Minor sur le revers. De même que le chupène a probablement été brodé aussi par la maison Le Minor. Il est accompagné du pantalon. Enfin voilà, on a toute sa tenue de sonneur. Je ne sais pas si sur cet ensemble-là, Chantal, on a des questions? Pas de questions. Super. N'hésitez pas à mettre vos petites questions de côté, hein, à les noter pour réintervenir à la fin. Évidemment, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger là-dessus sur le sujet. Nous allons poursuivre avec une dernière pièce de ce lot qui est ce gilet jaune. Ben oui, nous aussi, on en a des beaux gilets jaunes en Pays Bigoudin. Alors là, on pourrait dire, bah oui, c'est un très beau gilet. Il est intéressant parce qu'il n'a jamais été remonté. Vous savez qu'en Pays Bigoudin, ça fait quand même plus de 110 ans, 115 ans qu'on cohabite avec les cercles celtiques, notamment celui de Pont-l'Abbé. La première trace, c'est 1906. Donc évidemment, les cercles celtiques, pendant toute cette durée, ils ont eu besoin de s'habiller. Donc ils ont réutilisé les vêtements de la société traditionnelle, évidemment, même de leurs contemporains. Au début, en 1906, ils avaient les vêtements de leurs contemporains. Et puis ensuite, ils ont remis à leur taille plein de choses. Donc, on a un tas de vêtements qui ont été remontés pour les besoins des cercles. On connaît bien évidemment le cercle de Pont-l'Abbé, bon, c'est le cercle local, mais il y avait plusieurs cercles sur Pin-Marche. Vous parlez de Pouldreuzic, il y a celui de Combrite. On est nombreux. Dernièrement, il y a d'autres cercles qui se sont créés, comme celui de Plonéour. Donc, voilà, on est nombreux sur le territoire et on a eu besoin, avant qu'arrivent les reconstitutions de costumes, de s'habiller. Alors, celui-là, il est très intéressant parce qu'il est dans son jus et surtout parce qu'il a une petite broderie à l'encolure. Alors là, Sacha, si tu veux bien nous faire un petit zoom sur la broderie haute. Alors, c'est quelque chose pour les connaisseurs qui est très inhabituel, hein, cette petite série de dents de loup tout en haut. Jamais on en retrouve. On retrouve ces grands motifs de soleil sans souci, mais jamais cette petite rangée en dents de loup, qui me fait dire que comme on a effectivement une famille qui était implantée du côté de Pouldreuzic, plutôt dans le nord du territoire, qui a beaucoup aussi collecté du côté de Plozévet, je me dis qu'on est peut-être là sur l'œuvre des brodeurs de Plozévet. On connaît très bien la broderie Pont-l'Abbé avec la maison Pichavant, mais là, on est peut-être sur la signature des ateliers du nord du territoire. Voilà, presque ma main à couper que ce n'est pas l'œuvre des brodeurs Pont-l'Abbé. Donc voilà, en cela, cette pièce aussi est particulièrement intéressante. Alors, une pièce que vous ne verrez qu'assez peu parce qu'en noir sur fond noir, si je me mets derrière, on la verra peut-être un peu plus. Alors, ces pièces-là, vous les connaissez bien puisque les cercles celtiques les ont beaucoup portées. Aujourd'hui, le Bagat de Cap-Caval porte aussi ces pièces-là. Ce sont les gilets bigoudins des derniers hommes qui se sont habillés avec cette manière traditionnelle. Donc, on a effectivement des empiècements de velours surpiqués, voilà, avec différentes hauteurs. Là, le velours, il a atteint sa taille maximale, c'est-à-dire qu'il peut guère descendre plus bas. Donc, on est sur les derniers gilets de velours, probablement fabriqués dans les années 30 ou 40. Voilà, donc on les connaît bien, on connaît beaucoup de reconstitutions parce que les cercles ont beaucoup porté. Encore une fois, Cap-Caval en porte encore beaucoup. Mais il y a 10 ans, des pièces comme ça, authentiques, anciennes, on n'en trouvait pas, il n'y en avait nulle part. Et depuis quelques années, on arrive à en rentrer quelques-unes. Donc là, c'est vraiment une relativement tardive parce qu'on a des hauteurs de velours très importantes. On en connaît des plus resserrées. Donc là, probablement un des derniers gilets fabriqués pour ces hommes qui ont passé toute leur vie en vêtements traditionnels. Il a été offert avec le pantalon. Donc, tout ça, c'était porté. Bon, il devait y avoir une chemise et malheureusement, nous n'avons pas le chapeau. Mais le chapeau devait compléter la tenue et puis une petite veste de ville par-dessus. Il y a beaucoup de pièces du vêtement masculin qu'on n'a pas, notamment toutes ces vestes qui ont été portées à la fin du 19e siècle, au début du 20e, que ce soit les vestes avec deux pans
à double boutonnage. Ça, on les connaît sur l'iconographie, mais on n'en a jamais vu en vrai. Et même ces vestes type veste de ville sur drap de laine, on a dû en rentrer une ou deux une il y a 2 ans, pardon. Mais c'est absolument tout ce qu'on peut avoir. Donc, les hommes ont abandonné le vêtement plus tôt que les femmes, hein. À partir de la guerre de 14, et ben, voilà, le vêtement masculin disparaît quand même pour beaucoup. Donc, ce sont des pièces qui sont beaucoup plus rares, évidemment, que celles du vestiaire féminin. Voilà pour cette pièce qui ne paye pas de mine, mais voilà, qui, il y a 10 ans, était impossible à trouver. Je vous propose de poursuivre avec cette grande cape, ce cap en aude. Alors, elle est intéressante pour plein de raisons. Alors, qu'est-ce que c'est que ces capes-là? C'était des capes qui servaient aux marins. Autrefois, les bateaux n'étaient pas pontés. Donc voilà, quand on partait en mer la nuit, eh ben, il fallait absolument se protéger. Elles sont doublées généralement de grosses couvertures en laine. On n'a pas de système de fermeture puisque en fait, on ne se déplaçait pas sur le bateau avec sa cape, juste on s'emmitouflait. C'était le sac de couchage en quelque sorte de l'époque. Si vous avez suivi un petit peu les acquisitions des dernières années, on en a fait rentrer deux capes comme ça l'année dernière ou l'année d'avant. On en connaît de très rares autres exemplaires. Un autre exemplaire d'Ouarnonis qui est conservé au musée départemental à Quimper. Un autre chez un collectionneur privé douarneniste également. Et puis la dernière bigoudaine qu'on connaît, c'est l'association de Papa Poidenot à Saint-Pierre qui doit en posséder une. Donc celle-ci, elle est intéressante. Donc j'en ai déjà fait rentrer 2. Donc vous me direz pourquoi en faire rentrer une troisième. J'en ai fait rentrer une brune, une verte. Alors celle-là, elle est en lin brut. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'en fait, elle est documentée. Alors une première photographie où on voit ces marins dormir dans ces grandes capes. Alors ils ne sont pas sur les bateaux. Ils sont dans un des abris du marin construit par Jacques de Tézac. Mais on voit bien qu'ils sont emmitouflés dans ces grandes capes-là. Donc celle-là, je vous disais qu'elle est documentée. En fait, elle appartenait à un de mes oncles, Arthur Bouennec. Donc voilà, je suis absolument ravie que le musée puisse en faire, la faire rentrer dans ses collections. Arthur Bouennec, on connaît évidemment sa vie de marin. Je vous propose une première iconographie où on le voit sur ce bateau-là, là où il a commencé en fait ses premières années en tant que mousse. Alors là, vous le voyez un peu plus tardivement, hein, c'est l'équipage du Charles Cuse. Et de mémoire, c'est celui qui a sa casquette un peu plus en arrière que les autres. Donc voilà, ça c'est mon oncle Arthur Bouennec, mais vous voyez que là, il a déjà probablement 25 ans, mais c'est l'équipage du Charles Cuse. Je vous propose une autre photographie, la photographie de son carnet maritime. Donc on doit avoir la première page de son carnet maritime. Voilà. Donc, c'est en ça que c'est intéressant, c'est de documenter la pièce. Je vous propose la deuxième page de son carnet maritime. On va le voir en photographie. Et là, c'est la photo au moment où il va faire ses premiers embarquements. Donc, voilà, il est tout jeune mousse, il s'embarque pour la première fois. Et c'est toute première marée à bord du Charles Cuse. Eh bien, il va se protéger dans ce cap au bras là. C'est vraiment les toutes dernières années hein, de la vie de ces pièces-là. Ensuite, elles disparaissent, les bateaux sont pontés, on a d'autres matériaux pour se protéger. Donc voilà, ensuite, ça disparaît. Et je crois qu'il y a une dernière photographie où on voit les lignes relatives à ces premières marées. Donc voilà, c'est intéressant, on sait c'est daté, on sait d'où il part. Voilà, je ne sais pas si les photos sont arrivées dans le bon ordre, mais enfin, voilà, vous aurez vu ces trois éléments tirés de son carnet maritime. Donc voilà, ça c'était hyper intéressant de faire rentrer une pièce documentée, chose que n'étaient pas du tout les autres.
Est-ce qu'on a des questions relatives à ça, hein, Chantal? Non? D'accord. Donc là, il y a eu des inversions, Chantal, de photographies affichées? D'accord, super. Eh bien, je vous propose de poursuivre avec une série de 4 gilets féminins, les 4 dernières pièces textiles, avant de terminer sur les œuvres plutôt relatives à l'iconographie. Alors, les 4 dernières, mais pas les moindres. Un premier corselet offert par les amis du musée, une pièce ancienne. Malheureusement, elle est toute seule. Malheureusement, elle est anonyme, elle n'est pas documentée. On remonte probablement aux années 1870. On a un buste qui est très court, donc on a une pièce qui ne fermait pas. On a des pièces de ce type qui ferment, d'autres qui ne ferment pas. Là, elle devait probablement rester ouverte. Donc, il manque évidemment toute la pièce du dessous. On n'a que ce qu'on a appelé le corselet, la pièce du dessus. On peut remarquer néanmoins un très beau décor sur les manches avec une passementerie métallique et à la soie. Donc, passementerie métallique, c'est plutôt la spécificité des Lyonnais. Et puis, de très beaux rubans à la soie. Là, c'est une spécialité plutôt de Saint-Étienne. Et on a la chance d'avoir ces petites manchettes fine ornementée de ce tout petit galon à la soie violet. On poursuit. Donc là, tout à l'heure, on était dans les années 1870. On continue dans le temps et là, on doit arriver dans les années 1880. On est 10 ans après. On n'a plus la pièce du dessus. On a une pièce unique avec le plastron et les manches. Voilà, ce ne sont plus deux éléments séparés. On a un décor qui se stabilise, même si on a une première rangée qui est encore avec des cornous allongés. Ils vont se redresser ensuite. Pour l'instant, ils sont encore allongés. Donc, on peut le dater des années, oui, 70-80. On a une belle ornementation aussi sur les manches, avec à nouveau à la soie et au métal, même si c'est très lacunaire. On sent qu'il a été utilisé certainement par 2 générations, parce que sous la soie mauve, on a un ruban de soie rouge. Donc, toujours, les gilets comme ça sont souvent relookés par les générations suivantes. Malheureusement, de cet ensemble, il ne reste presque rien d'autre, si ce ne sont quelques éléments. Certainement différents rubans de tablier, des rubans toujours métalliques ou à la soie. Et puis, une très belle paire de manchettes, des objets qui sont très, très rares. Donc voilà, il nous manque des ensembles complets de cette période-là, évidemment. Alors, même si je dis qu'il nous manque des éléments, on en a. Je sais que dans d'autres territoires en Bretagne, on remonte même difficilement sur ces périodes-là. Or, nous, parce que c'est ornementé, parce que c'est brodé, parce que c'est joli, ben, ça a été conservé. Voilà, donc je sais qu'on a quand même cette chance-là. Ces grands gilets de fil, pareil, réemployé. On a un plastron qui a été brodé et un bas de manche qui a été certainement brodé dans les années 1900-1914, très certainement, et qui a été relooké ultérieurement. Alors, on connaît la propriétaire, voilà, c'est une dame qui s'est mariée en 1944 avec ce gilet-là. Et donc, elle a relooké elle-même le gilet de sa mère, qui la tenait peut-être encore de sa mère. 44, on pourrait être en 24, en 4, 5, bon, peut-être
Voilà. Donc voilà, elle a refait toute cette ornementation qui est vraiment spécifique à l'entre-deux-guerres, à la perle. Et puis, voilà, on peut retrouver de la chenille, on peut retrouver différents éléments. Donc tout ça, elle a rajouté ultérieurement. Elle a très peu découpé l'encolure, hein. Des fois, ils sont taillés beaucoup plus larges, mais ça a été découpé probablement lors de son mariage en 1944. Et donc, vous voyez tout à l'heure, on a évidemment non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement sa photo de mariage en 1944. Elle se marie à Pierre Lecause de Tréguenec, qui était gendarme maritime, et elle, c'était une dame, donc Louise Cosset, qui était née à Loctudy. La famille nous a aussi proposé un peu plus d'éléments, quelques éléments iconographiques notamment. Je vous propose de regarder une photo de classe où on voit, voilà, on est à Bezec-Cap-Caval. Bezac-Cap-Caval, et on a cette petite jeune fille qui est en coiffe en haut à droite. Voilà, c'est celle qui est la plus à droite en haut. Et ben, c'est cette jeune fille qui va se marier en 44 avec ce très beau gilet. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir dater précisément les objets et d'avoir ensuite des données biographiques, des photographies associées à ces pièces-là. Le dernier objet textile qui est ce beau gilet qui est à rapprocher du don ENAF et qui malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement ou heureusement, malheureusement peut-être, a servi aux filles du cercle celtique de Pouldreuzic. Un des derniers gilets brodés par les brodeurs de tradition, hein, parce qu'on a effectivement un motif d'angle ici euh, de manche qui est très important, très très important, donc probablement brodé dans les années 1920. 20, peut-être 25 même, hein. Voilà, avec une petite finition très sympa en manchette, mais voilà, un petit peu abîmé sur l'avant. Alors, on le fait rentrer dans les collections parce qu'il a cette double casquette et d'être un des derniers gilets de fil brodés et d'avoir été porté par les filles du cercle de Pouldreuzic. On le voit en photo, hein, porté par les filles du cercle celtique à Pouldreuzic. Donc, voilà, cercle qu'accompagnait à la bombarde, vous l'avez compris, René Hénaf tout à l'heure. Voilà un petit peu pour la dernière pièce textile. Je ne sais pas si de ces gilets, vous avez des questions, des remarques. Chantal? D'accord. Alors, a priori, vous commencez à avoir plusieurs questions, pas sur ce sujet. Je vous propose d'aborder la dernière étape que vont être les deux dernières œuvres, et puis ensuite, on pourra dialoguer ensemble. Alors, l'enrichissement des collections iconographiques, ce n'est pas une priorité du musée. On est avant tout un musée dédié aux vêtements de la société traditionnelle, aux arts décoratifs, aux vêtements de la société croisée civile et traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment le cœur des collections. Néanmoins, dans notre projet scientifique et culturel, tout le volet iconographique, on ne se l'interdit pas parce que c'est une remise en contexte nécessaire des fonds, parce que c'est un élargissement des connaissances, parce que c'est une perception de l'évolution de la Bigoudaine à travers le temps, parce que c'est aussi la vie du pays bigoudin. À partir des années 1860, on sait qu'on va accueillir des centaines d'artistes peintres qui vont venir sur le territoire. Ça va probablement donner lieu à une exposition, d'ailleurs peut-être dès l'année prochaine. Donc, ce regard extérieur de cette population artistique va aussi dire beaucoup de choses, hein. Ce sont des sortes de comptes rendus de ce qu'ils vont voir du territoire. Donc, pour le musée, ce sont des renseignements quand même précieux pour ce qui montre, pour ce que cela peut sous-tendre, ce que ça ne montre pas non plus. Et donc, on a
du coup des regards croisés entre le vêtement, la société traditionnelle et ces populations qui arrivent d'ailleurs. Donc ces regards croisés, c'est très intéressant sur ce qu'ils vont pouvoir voir l'un de l'autre, se dire, les rapports qu'ils vont entretenir. Donc voilà, tout ça fait partie de notre projet de recherche pour les expositions, probablement, donc je vous disais pour 2022. Alors, si on revient un peu plus particulièrement à ces deux œuvres-là, une petite œuvre d'Yvonne Brudeau, alors une artiste qu'on connaît assez peu, une petite œuvre qui nous a été offerte par les amis du musée, un petit format, fusain, gouache et aquarelle. C'est une artiste qui est née à Paris et qui va œuvrer à cheval entre le 19e et le 20e. Elle peint beaucoup lors de ses voyages, elle est répertoriée au Bénézite. Bon. Voilà rapidement un point sur la seconde œuvre, et puis ensuite je me permettrai de les comparer. La seconde, une œuvre beaucoup plus importante, là aussi, un don, le don le plus important que les amis aient pu faire au musée depuis leur existence, puisque c'est une œuvre qui leur a coûté beaucoup d'argent, mais elle méritait 1000 fois de rentrer dans les collections du musée Bigoudin. Donc Lucien Simon, deux enfants en costume breton, tel est titré l'œuvre. Aquarelle gouache, probablement vers 1895-1900. Alors, Lucien Simon, c'est un artiste que vous connaissez certainement. Il est né à Paris en 1861 et il est décédé à Combry-de-Sainte-Marine en 1945. Il a joué un rôle très important, il a beaucoup produit. Et cette production, aujourd'hui, on la retrouve dans beaucoup de collections privées, partout, en Bretagne et puis plus largement en France, à l'étranger. Lucien Simon se retrouve aussi beaucoup dans les collections publiques, pareil, en France et à l'étranger, pour ne citer que quelques musées à l'étranger, mais on le retrouve à Saint-Pétersbourg, à Venise, Madrid, Stockholm, Budapest, Philadelphie, Chicago, Tokyo, Buenos Aires. Voilà, c'est un peintre qu'on retrouve absolument partout. C'eût été dommage de ne pas en avoir un quand même au musée Bigoudin. Alors, Lucien Simon va passer plusieurs mois par an au Pays Bigoudin, et contrairement à d'autres artistes qui vont être que de passage, Lucien Simon est installé, il dispose d'un atelier à côté d'une ferme. Et là, ce sont probablement les enfants de la ferme voisine, et famille avec laquelle il va entretenir beaucoup de relations. Voilà, je voulais remercier aussi André Cariou, avec qui on a beaucoup échangé au sujet de cette œuvre-là notamment. Donc ça le différencie d'autres artistes qui ne font que passer, qui croquent et ensuite qui retournent à Paris, qui travaillent à Paris. Lui, il peut travailler entre guillemets sur le motif, puisque comme il reste plusieurs mois, voilà, il peut aller beaucoup plus loin dans la reproduction de ces modèles. Donc, ces grandes études-là font partie de son cursus académique, évidemment, depuis les petits crayonnés jusqu'aux très grandes huiles pour les salons et expositions internationales, évidemment. Donc, ces deux œuvres-là sur l'enfance, elles n'arrivent pas là par hasard, puisque des œuvres sur le Pays Bigoudin, il en passe souvent dans les salles des ventes. On nous en propose assez régulièrement. On a centré ici notre propos actuellement en politique d'acquisition sur l'enfance, notamment sur l'enfance avant la guerre de 14, parce que vous savez, je vous en ai pas dit quelques mots tout à l'heure, ce sont des pièces textiles qui ont disparu. On a très peu de pièces avant la guerre de 14, et donc les artistes vont nous permettre de mieux connaître aussi ce vêtement. Ça nous permet vraiment une réelle avancée dans nos connaissances. À, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années d'écart. Donc ici, on est peut-être vers 1905-1910 chez Brudeau, et puis on disait chez Simon peut-être 1895. On a vraiment un vêtement enfantin qui évolue largement, et qui vont dire tout leur ancrage dans le 19e pour Simon et dans le 20e pour Brudeau, puisque chez Simon, on va avoir un juponnage très lourd, très important,
très important. On va avoir ces couleurs rouges. Voilà, on va avoir un corps très, très corseté. Et on sent bien que chez Brudo, 10 ans, 15 ans après, la coiffe se relève, les cheveux commencent à apparaître, la jupe petit à petit s'allège, les manches sont plus courtes. Voilà, on peut commencer à montrer, on montre le cou, on montre les avant-bras, on a la jupe qui s'allège. Enfin, on sent bien que la mode évolue largement, même si on n'a qu'une dizaine ou une quinzaine d'années qui séparent les deux œuvres. Voilà un petit peu pour ces deux très belles œuvres. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce point-là, Chantal? D'accord, d'accord. Alors, avant de passer au dialogue avec effectivement avec vous, je vais conclure du coup cette présentation. Je voulais remercier évidemment encore toute l'équipe qui est présente avec moi ce soir. Antoine, Uwe, Sacha, Chantal. Et puis vous avez vu que Bernard est resté fidèle au poste parmi nous ce soir. Donc merci à vous pour ce soutien technique. Je voulais remercier évidemment infiniment les amis pour tout ce qu'ils le font pour le musée, pour les différents dons. Vous avez vu qu'on a beaucoup de pièces qui ont été donc achetées par les amis et offertes au musée. Les amis que vous pouvez soutenir par effectivement des cotisations, des dons. Voilà, des dons. Les amis ont fait plusieurs fois appel effectivement pour les soutenir pour l'achat de cette œuvre-là. Donc, il ne faut pas hésiter. Ils acceptent toujours les dons. Ça fait un petit trou dans leur trésorerie quand même, l'acquisition du Lucien Simon. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des dons voilà, pour les aider. Ils ont aussi proposé des achats de petits objets, des petites fèves très qualitatives qui aujourd'hui peuvent être transformées en petits magnettes. C'est très mignon, c'est très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir les amis qui, malgré la pandémie, restent quand même très actifs. On a notamment innové avec les amis cette année. Ils nous aident au quotidien. Il y a des ateliers de recherche, il y a plusieurs choses. Il y a notamment une petite équipe qui m'aide toutes les semaines. Ils viennent 1 ou 2 après-midi par semaine et on travaille sur l'inventaire des collections. Ils m'aident à mesurer, afficher un micro, aspirer chaque pièce qui rentre. Donc voilà, tout ça va devoir être traité pièce par pièce. Tout ça va devoir être photographié, décrit, micro-aspiré. On va devoir coudre un numéro d'inventaire. Enfin voilà, il y a tout un travail de fourmi. Et ça, ils viennent voilà, depuis plusieurs années, un après-midi ou 2 par semaine m'aider. Mais là, on ne peut plus évidemment le faire. Donc, on a décidé de le faire dans l'autre sens. Et c'est nous qui préparons des boîtes. On assure le contenu précis d'une boîte qu'on liste précisément. On fait une liste contresignée au départ. Ça part chez les amis. On leur fournit le micro-aspirateur, le matériel de marquage, les fiches. Ils les gardent 8 jours, 15 jours, 3 semaines, le temps de réaliser l'ensemble de la procédure. Ils nous les ramènent et là, on contre-signe la feuille de retour, on repointe pièce par pièce, voilà, pour éviter évidemment qu'il y ait des pièces qui partent dans la nature. Donc, on est déjà à plusieurs boîtes cet hiver et elles ont vraiment bien travaillé. Donc, voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là ce soir et je voulais encore les remercier parce que malgré la pandémie, on a continué à bien avancer sur le sujet. On ne prend pas de retard sur la gestion des collections et Dieu sait si ça demande du temps. Donc, comme tous les ans en hiver, alors on nous dit, alors avec la pandémie, le musée Bigoudin, le musée Bigoudin, il est fermé tous les hivers puisque le musée est abrité par le château et le château, dans la tour notamment, il est ouvert un petit peu aux 4 vents, donc l'hiver, c'est pas tenable. C'est un musée qui ouvre d'avril à octobre. Pour autant, l'hiver, c'est un travail sur les collections notamment. Donc voilà, tout ça, il faut aussi informatiser, il faut saisir, il faut photographier.
photographiés. Il y a un gros travail là-dessus. Il y a tous les dossiers pour les présenter aux commissions régionales d'acquisition. Donc ça, c'est beaucoup de travail de rédaction, puisqu'il faut argumenter pièce par pièce, voilà, tout l'intérêt de la pièce, voilà, pour chaque objet. Donc ça, c'est un travail important. C'est évidemment aussi plein de dialogues, d'échanges avec des chercheurs. Je vous parlais d'Anne-Marie Goualès tout à l'heure qui réalise une étude sur les bonnets en Cornouailles. Voilà, on accompagne aussi les chercheurs dans leurs projets. Et puis, c'est évidemment des recherches liées soit aux expositions en cours, soit aux futures expositions, donc soit sur les peintres ou soit sur la broderie blanche chez Pichavant. Donc voilà, l'hiver, on a évidemment énormément de boulot. Le musée va réouvrir évidemment quand on ne sait pas. On espère évidemment pouvoir réouvrir nos portes comme d'habitude en avril, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, sachez qu'au musée, nous ne sommes pas en peine d'activité. Voilà, on a fort à faire. Nous vivons dans l'espérance, Bernard, tout à fait, mais on a beaucoup de travail, évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de vous être connectés ce soir. Et puis, je vous propose de passer à la phase de questions. Donc, Chantal a relevé plusieurs questions. On va d'abord commencer par ça. Puis après, s'il y en a qui veulent prendre vraiment la parole pour échanger, eh ben, voilà, ça peut se faire absolument sans souci. Merci à vous encore pour ce large panorama des acquisitions. Je vois que la moisson a été très nombreuse. Et merci à tous les donateurs, et en particulièrement, vous l'avez souligné, et je le redis, aux amis du musée Bigouden qui s'investissent à longueur de temps, toute l'année, de différentes façons. Chacun apporte sa contribution, aussi modeste soit-elle, elle est la bienvenue. Donc, continuez dans ce sens. Vous avez d'ailleurs le soutien de la ville, vous le savez. Naturellement, ce n'est pas toujours simple, mais on progresse et on a un horizon quand même qui est assez clair devant nous. Et naturellement, les perspectives sont là. Il sera, dans le moment venu, eh bien, de les mettre en œuvre en construisant des dossiers. Et nous comptons sur nous tous là-dessus. Merci à vous encore. Alors, Chantal va prendre le micro et va vous faire votre porte-parole. Il y a eu plusieurs petites questions, notamment sur les. Est-ce que tu peux préciser l'époque du coef bléau à galon ciré? Je pense que c'est celui qui. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que Sacha, tu es toujours opérationnel? Eh bien, on peut y retourner rapidement. Alors, la question portait sur les galons cirés. On en avait plusieurs. On avait effectivement celui-ci avec un galon effectivement rehaussé de cire. Là, les petites coloris. On le retrouve aussi ici. Voilà, et on le retrouvait également sur le petit bonnet d'enfant. Donc, tout cela, on va les retrouver depuis les années 1880 jusqu'aux années, je pense, à peu près 1900, dernier délai. Et donc, celui-ci particulièrement, la fleur de coin n'est pas encore très large. Ensuite, elle va pouvoir s'élargir largement. Donc là, on doit être probablement encore qu'en 1880 ou quelque chose comme ça. Merci. Est-ce que tu sais également à partir de quelle période on va retrouver le fil chenille sur notamment les manches, sur les gilets de femmes? Oui. Donc l'avant-dernier gilet jaune de loin, on pourrait imaginer qu'il est rehaussé de chenilles sur les manches. La chenille, on va le retrouver à partir des années. Je pense pas qu'il y en ait avant 20 ou 1920, 20-25 peut-être quand même. Voilà, mais pas avant. Ah. Il y a un petit débat en ligne aussi qui a été lancé sur, alors, sont-ce des cartes postales dans la valise sonore, sont-ce des affichettes? Il y a un petit débat qui est lancé. D'accord. Sacha, on peut retourner
Alors effectivement, je n'ai pas tellement étudié ces petits documents, mais qui semblent être en fait. Donc là, on a une sorte de petit autocollant de la grande fête, des grandes fêtes de Cornouailles à Quimper. Certainement que les Quimpérois sauraient nous dater le document, mais je pense que c'est les années 50, hein, parce que tout est vraiment daté. Ici, on a un document qui est volant, qui devait être collé sur quelque chose. Et là, on a une autre étiquette du Festival de Lorient de 1953, Triomphe de la Duchesse d'Armorique, avec 1500 participants. Je sais que le musée de Bretagne a un fonds d'objets de ce type. Peut-être que par comparaison, voilà, on pourra en apprendre un peu plus sur ces 3 documents. Vas-y, pose la question. Alors, il y a une question qui était un petit peu plus large aussi qui est apparue sur le chat, c'est d'où viennent ces broderies? Alors, d'où viennent Vous avez 3 heures. Rapidement, d'où viennent les broderies Bigouden? On n'en sait rien, évidemment. Les pièces les plus anciennes remontent à la fin du 18e, début 19e. On a un gilet assez ancien qui est déjà structuré en rangée avec évidemment une broderie très étroite, mais c'est déjà présent. Donc, ça veut dire que c'est une broderie qui est déjà en place depuis longtemps. Est-ce que c'est en place depuis déjà le 17e? On ne sait pas. Au 18e, c'est sûr que c'est déjà en place. C'est une ornementation qui est très française, ce sont des points français. Donc voilà, il ne faut pas chercher quelque chose qui nous vient des Celtes ou des Gaulois. C'est plutôt à chercher du côté des influences françaises. Il y a une thèse, je ne sais pas si elle est parmi nous ce soir. Dis-moi comment elle s'appelle, Chantal? Chanty Turquet, je crois, qui est en train de faire une thèse sur la broderie en Bretagne. Ça doit être 16e, 17e, 18e, voilà, qui sera certainement très prometteuse et qui nous permettra de faire, je pense, beaucoup de liens avec la broderie, notamment chez les hommes en Pays Bigoudin. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Ouais, ouais. Alors, on va vous permettre de réouvrir vos micros. Donc là, il suffit de cliquer sur votre petite icône micro. Vous débarrez votre petite icône micro pour prendre la parole. On ne pourra pas la prendre tous en même temps, mais voilà, si vous voulez poser votre question directement ou alors continuer à les écrire, évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un se lance? Chantal, tu avais fait le tour de toutes les questions posées? Oui. Ah oui. Eh bien, je ne sais pas qui est là des amis de Bruno Le Floch. Eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, sans souci. Alors, on entend des gens. Est-ce que c'est des gens qui veulent prendre la parole ou pas forcément? Pas forcément, excusez-moi. Alors, on active.
Ah, voilà, je pense, c'est Briec. Ouais, je pense que voilà, on doit pouvoir t'entendre. Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, déjà, bravo Solène, Chantal, toute l'équipe du musée Bigoudin pour cette soirée présentation. Les musées et les lieux de culture sont fermés. Mais quel bonheur de pouvoir voir tout le travail qui a été fait par vous, vos équipes, évidemment les amis du musée Bigoudin. On aurait voulu être là avec vous là, ce soir au Triskel. Rien que pour ça, vous méritez plein d'applaudissements. On les fera quand on pourra enfin se voir de visu. Moi, je suis très heureux de voir que cette dynamique du musée, excusez-moi, monsieur l'adjoint à la culture, monsieur Le Floch, de ne pas vous avoir salué, je vous salue. Très heureux de voir cette dynamique que je trouve remarquable. Pont-l'Abbé n'est pas une grande ville, hein, mais Pont-l'Abbé est très dynamique. Et quand je vois ce qui s'est passé en quelques années, depuis 10 ans que je suis à la tête de l'association des Amis de Bruno Le Floch, c'est impressionnant. Et c'est pour cela que je voulais vous faire un clin d'œil ce soir, vous remercier pour cette présentation des acquisitions 2020, et puis rappeler qu'à l'invitation d'Annick Flétour, qui a fait un travail remarquable en créant l'association des Amis du musée Bigoudin, voici maintenant un paquet d'années, elle nous a fait à Armel Le Mineur et moi-même une confiance remarquable en nous permettant de monter une exposition temporaire qui certes a été très très courte, hein. Elle s'était tenue les 14 et 15 décembre 2013, puis du 21 au 29 décembre de la même année, donc à savoir quand même très très peu de jours, mais qui a engrangé, si j'ai bonne mémoire, 1700 visiteurs en moins de 2 semaines, ce qui était exceptionnel dans les conditions compliquées de conservation d'œuvres graphiques dans les salles basses du château des Barons du Pont au musée. On s'est tous démenés, souvenez-vous, à déplacer des déshumidificateurs, à les vider 4, 5, 6 fois, 8 fois par jour. C'était assez drôle, mais ça nous a permis de faire, 1 an et quelques jours après la mort de Bruno Le Floch, la première exposition hommage national à son travail. Depuis, nous, les amis de Bruno Le Floch, on a égrené, on a fait plein d'expositions partout en Bretagne essentiellement, mais aussi en France et à l'étranger. Et c'est pour cela que je tenais à vous remercier parce que vous avez fait une carte blanche qui était extraordinaire. Je redis, grâce à Annick qui est venue nous voir, Armel Le Mineur et moi-même. Et c'est pour cela qu'on pense à vous, vous le musée Bigoudin de Pont-l'Abbé, parce que l'année prochaine, en octobre, ça fera 10 ans. 10 ans déjà que Bruno est parti. Et vous savez combien il aimait dessiner le costume Bigoudin. Il a d'ailleurs collaboré plus d'une fois avec le musée. Il a fait des décors, des affiches. Il y en a une derrière moi, si vous me voyez à l'écran. Il a fait deux affiches pour des expositions en 2008 de mémoire. Et c'est pour cela que Armel Le Mineur, moi-même et l'ensemble des administrateurs de l'association des Amis de Bruno Le Floch, on serait très heureux de vous proposer en donation, dans le cadre des 10 ans de la mort de Bruno l'année prochaine, je n'aime pas dire la mort, dans le cas des 10 ans du départ au bord du monde, comme il l'écrivait via son premier titre, que l'association vous offre un dessin original de Bruno Le Floch représentant un beau costume Bigoudin. On sera très heureux, Solène, de travailler ensemble, de choisir quel élément pourrait rentrer dans les collections publiques du musée Bigoudin de la ville de Pont-l'Abbé. Ce serait un honneur pour nous et ça serait vraiment, je pense, un clin d'œil évident à celui qui dessinait au quai Saint-Laurent, juste en face du château des Barons du Pont. Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on accepterait, évidemment. On a eu une très belle collaboration avec Bruno. C'était toujours un vrai bonheur de travailler avec lui. Alors, trop peu de temps, évidemment, mais il nous a fait effectivement de beaux décors au moment où on a lancé la salle. La révolution intérieure, notamment la salle dédiée au mobilier, au Bigoudin, où ils avaient fait de très beaux décors. Voilà, il comprenait tout. Voilà, la société traditionnelle, il l'avait bien saisi, l'événement, il l'avait saisi. Et puis, dans une sorte toujours de contemporanéité, enfin voilà, c'était jamais passéiste, ces propositions. Voilà, c'était vraiment un vrai bonheur. Merci beaucoup pour cette proposition. Non, mais ça nous paraît évident avec Armel Le Mineur, l'ensemble des administrateurs, je me répète.
Et puis en plus, vous savez, l'association qu'on a créée, Bruno est parti début octobre 2012, et l'association a été créée le 31 octobre 2012. L'an prochain, voilà, ça fera 10 ans que Bruno est parti au bord du monde. Et justement, au bord du monde, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, on a toujours fait en sorte à l'association de rééditer, de rendre ses œuvres disponibles. Et son tout premier bouquin, qui est probablement le plus bigoudin de tous les bouquins de Bruno, c'est Au bord du monde. Vous savez, ce recueil en noir et blanc, au niveau de la vie, paru en 2009, non, 2003, pardon, est introuvable depuis des années. Et j'ai une très bonne nouvelle. Nos amis anglais diraient un scoop, hein, je vous le donne ce soir, rien que pour vous, le musée Bigoudin. Le tout premier bouquin de Bruno va ressortir en septembre prochain, dans une version complètement enrichie, revue, corrigée, qui sera dotée de bonus, avec même des inédits. Il y aura 2 nouvelles inédites, évidemment bigoudaines, évidemment riches encore de travail sur le costume bigoudin. Il y a même une adaptation, un projet d'adaptation d'une nouvelle de Père Jacques Esselias. Donc vous voyez qu'on est vraiment là en terre bigoudaine, et cet album sera enrichi de bonus, comme on le fait à chaque fois, avec une préface d'une grande personnalité qui vit en terre bigoudaine et un grand nom de la bande dessinée. Je ne vous dis pas qui, mais vous pouvez le deviner. Et on vous donne rendez-vous en septembre pour cette réédition revue, corrigée, complétée, telle que Bruno, je pense, aurait voulu avoir réellement existé. En tout cas, on sera très, très heureux de faire un don, l'association Les Amis de Bruno Le Floch, Armel Le Minor et ses fils, Parian et Brieux Le Floch, de vous offrir au musée un dessin représentant évidemment un travail sur le costume bigoudin qu'il savait tellement bien transcender et parfois un peu transformer. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. On me demande, alors je ne sais pas qui me demande, c'est DC me demande de préciser la date du costume enfant qui est complet. Alors, on avait donc effectivement 2 petites tenues de baptême et puis une tenue complète à plat. J'imagine que c'est de celle-ci qu'il s'agit. Donc, cette petite tenue à plat, alors je la date comme ça, moi, des années 1930, 25-30 peut-être. Ouais, il y a des paillettes un peu plastiques. Ouais, je pense vers 1930, mais on ne sait pas plus. C'est pas, voilà, c'est pas un don familial, donc voilà, je ne sais pas de quand ça date précisément, mais je dirais comme ça 1930. Alors, Stéphane, le costume homme citadin porte-t-il une étiquette ou marque de fabrication? Alors, malheureusement, point du tout. Les enfants, Pichavant n'a jamais mis aucune étiquette, plus tardivement, mais enfin, au 19e siècle, n'a jamais mis d'étiquette. Et sur l'ensemble des pièces brassées pour Sochic, Dieu sait si on en a brassé des centaines quand même, si on a trouvé 2 ou 3 étiquettes en tout, c'est bien. Voilà, c'est bien tout. Mais c'est une étiquette qui nous a mis la puce à l'oreille, hein, qui nous a mis sur le chemin de cette exposition, puisque le beau corsage blanc, brodé vert et jaune, citadin qu'on a au musée, il y avait une très belle étiquette où il y avait écrit Elisa van de Voorde, Paris. Et effectivement, c'est cette étiquette qui nous a mis sur le chemin de ces recherches sur Bigouden Sochic. Mais voilà, c'était vraiment un produit d'appel. Après, on n'en a quasiment plus retrouvé. Alors, je ne sais pas, Annick, si tu es parmi nous, est-ce que tu veux intervenir? Tu veux ouvrir ton micro et peut-être intervenir, Annick? Ah, tu avais peut-être des soucis de son, me dit Chantal. Alors, a priori, on ne te trouve pas en son, Annick. Bon, ce n'est pas toujours facile. Hein. On a une autre question en attendant. Peut-être qu'on va te trouver dans la liste. Y avait-il une cohérence entre costume féminin et coiffe? Oui, toujours. On sait dater précisément et un costume
et une coiffe. Hein. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes techniques ornementales, évidemment, mais on a toujours le même type de coiffe avec le même type de costume, puisque la coiffe, elle a évolué au fil des années, le vêtement pareillement. Donc, on ne peut pas envisager porter des chaussures de 1905 avec une coiffe, je ne sais pas, des années 20. Enfin, forcément, on a quelque chose de très contemporain avec une mode qui évolue tout le temps, même si c'est une mode paysanne. Évidemment qu'elle évolue comme nos modes à nous, quoi. Voilà. Donc, il y avait peut-être des gens qui restaient un peu mocousses, comme on dit, mais généralement, il y avait toujours une adéquation, évidemment. Bon, on a des remerciements. Ah, des exilés en Île-de-France. Eh bien, super. Et voilà, en ça, c'est intéressant quand même le distanciel, même si c'est dommage effectivement de se voir comme ça par écran interposé. Ça permet à des gens qui sont éloignés de participer quand même et d'être un petit peu présents, quoi. Ah oui, je peux repréciser, Chantal me dit qu'on a enregistré toute la séance. Donc, s'il n'y a pas de problème technique, on pourra mettre en ligne toute la soirée. On mettra en ligne probablement sur le site internet du musée Bigouda. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Bon. Écoutez, on n'a pas envie que ça se termine puisqu'on est tellement bien à rediscuter et rééchanger avec du monde que souvent on a envie que ces petites soirées elles se poursuivent. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, si personne d'autre veut intervenir, à moins que peut-être il y a Anaïs, des amis, Anaïs qui est vice-présidente. Ah, on a un bonsoir du Moyen-Orient, d'une Quimpéroise. Je suis sûre que vos collections plairaient ici. Eh bien, écoutez, quand vous voulez, on fait un petit peu comme le Louvre d'Abu Dhabi, si vous voulez, hein, sans souci. On monte une exposition du vêtement bigoudin où vous voulez en Moyen-Orient avec plaisir. Ah oui, on nous dit qu'il faut qu'on rentre à cause du temps sur la route, mais bon. De toute façon, depuis 10 heures, ça neige et c'est congelé. Donc, bon, on verra. On dormira au pire, on dormira avec les collègues au Triskel. Non, c'est gentil de vous inquiéter pour nous. Eh bien, écoutez, ainsi va s'achever cette soirée. Je vous remercie beaucoup. Ça a été une belle réalisation technique. Donc, merci à vous de vous être connectés. Merci à toute l'équipe pour du coup tout le travail technique. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt et j'espère en vrai. Merci, bonne soirée. Tu me fais un bon.